Et par hasard, il a pris connaissance de cet ouvrage et que certains d'entre vous connaissent, de Raymond Moody, qui est paru en 1975. Et vous voyez d'emblée le malentendu avec les scientifiques, parce que vous voyez, en fait, l'ouvrage indiquait qu'il s'agissait de cas qui indiquaient qu'il y avait une vie après la vie. Et en fait, c'était des observations très médicales. Et en fait, depuis cette date, en fait, le monde médical s'est peu intéressé à ce phénomène, qui est en fait un phénomène de société. Pour vous donner un ordre d'idée, quand vous faites Google, NDE, vous avez 63 millions d'occurrences. Alors que très longtemps, on avait dit qu'on avait publié beaucoup sur Napoléon. Napoléon, par exemple, c'est que 14 000 occurrences. Donc, vous voyez la différence. Donc, en 1975, Raymond Moody, psychiatre américain, pendant ses études de médecine, est le père du paradigme des expériences de mort imminente. Alors, la définition, c'était une expérience personnelle, subjective, non perceptible par un observateur extérieur. Elle est rapportée par un individu qui s'est approché transitoirement de la mort. Alors, dans les cas typiques, c'est un arrêt cardiaque, mais ce peut être également une expérience faite lors d'un accident, alors que le sujet reste conscient, par exemple au cours d'un presque accident ou near accident, ou lors d'une chute de grande hauteur. Alors ça a été décrit dès la fin du XIXe siècle, on le verra, par des alpinistes qui ont fait une chute, ou notamment par les suicidés aux États-Unis, notamment lors des chutes du Golden Gate Bridge. Alors, Moody, dans son ouvrage de 1975, avait indiqué que, en fait, dans 80% de ceux qu'on appelle les expérienceurs, on avait les éléments suivants. Il avait en fait indiqué qu'il y avait 15 items, rarement présents tous en même temps, mais dont les principaux étaient les suivants. Donc un sentiment de paix intérieure, une perception d'un espace et d'un temps différent, la perception de sons et de bruits inhabituels, qui indique donc qu'il y avait une stimulation des zones, notamment auditives. Élément très très important, qui avait une sensation de sortie hors du corps, qu'on appelle Out of Body Experience, ou OBE. Le passage par une région, un tunnel obscur vers la lumière. Entrer dans un paysage paradisiaque, rencontre d'êtres un peu particuliers, êtres de lumière. Alors, selon vos croyances, c'était Dieu, le Christ, Moïse, Mohamed, Krishna, des anges gardiens ou des proches décédés. Une revue, ça c'était aussi très importante, une revue de la vie passée ou une mémoire panoramique. Et ensuite, en fait, rencontre d'un mur, d'une limite, dont le franchissement rendrait le retour à la vie impossible. Alors, généralement, il y avait un désir de ne pas revenir, tellement c'était paradisiaque, mais en fait, un retour forcé et, au sortir du coma, nouvelle conception de la vie et de la mort. Donc les gens qui rapportaient ces expériences avaient une modification de leur conception de la vie et de la mort. Cependant, dans 20% des cas restants, comportaient en fait une symptomatologie effrayante. Alors, avant Moody, donc avant 1975, en fait, il y avait nombreux récits qui ont été rapprochés de ces NDE, donc de l'Antiquité au XXe siècle. Alors, il y avait
la période assyro-babylonienne avec la légende de Gilgamesh était déjà, il y avait des notions de NDE, Platon. Dans la République, on le verra, au Moyen-Âge, Dante avec la Divine Comédie, ensuite aussi une expérience qui a été rapportée par un étudiant en médecine de Oxford, de Anne Green, au XVIIe siècle, on la verra tout à l'heure. Ensuite, Thomas de Quincy, dont certains ont lu les expériences du mangeur, donc l'expérience notamment le rapport du mangeur d'opium. Il y a des épisodes tout à fait typiques qui rappellent les NDE. Francis Beaufort, qui est un navigateur, dont on connaît tous l'échelle de Beaufort, qui a rapporté une expérience. Enfin, Albert Heim, qui est un alpiniste suisse, qui a décrit une expérience de NDE au cours d'une chute dans les Alpes suisses. Alors, Platon, dans la République, rapporte une NDE dans le dialogue de Socrate avec Locon au sujet de l'immortalité de l'âme. Donc, dans la République, vous avez ces éléments, donc le soldat R, qu'on croyait mort, qu'on a retrouvé sur les lieux des combats, il raconte, en fait, il est revenu à la vie, et quand il a repris ses sens, il raconte ce qu'il a vu de l'au-delà. Alors, aussitôt dit-il que son âme était sortie de son corps, elle avait cheminé avec beaucoup d'autres, elle était arrivée en un lieu divin où se voyaient dans la terre deux ouvertures situées côte à côte et dans le ciel en haut. Alors, les juges, donc ça c'est l'être de lumière, lui dirent qu'il devait être pour les hommes le messager de l'au-delà. Donc il fallait retourner en fait sur terre pour rapporter son expérience. Et au niveau du ciel, donc les âmes qui venaient du ciel parlaient de plaisirs délicieux et de visions d'une extraordinaire splendeur. Alors, cette expérience qui a été rapportée au XVIIe siècle, qui est peu connue et qui a été trouvée à la British Library par un collègue anglais qui est Seeley, et donc il a donné à Jean-Claude Otteny. Donc vous voyez, c'est l'histoire exacte et de la résurrection miraculeuse de Anne Green, qui a été exécutée à Oxford le 14 décembre 1650. Et donc, l'auteur se désigne comme un écolier d'Oxford. À l'époque, il était étudiant en médecine. Donc, voici l'image. Donc, elle a été pendue. Son cousin, elle lui avait demandé de bien tirer sur les pieds pour qu'elle soit bien morte. Et un autre membre qui lui donne des coups sur la poitrine pour bien être sûr qu'elle est décédée. Et donc, sa mère, là, qui prie pour le salut de son âme. Et ensuite, voilà ce que l'étudiant rapporte. En fait, on l'a mis au cercueil, et quand le médecin a voulu faire l'autopsie, en fait, elle respirait. Quand on a ouvert le cercueil, qu'elle respirait, donc en fait, elle était encore vivante. On lui chatouilla la gorge avec une plume, elle ouvrit les yeux. Questionnée quelles apparitions elle a vues pendant sa transe, elle répliqua « Étant dans un jardin du paradis, 4 petits garçons, porteurs d'ailes, c'est-à-dire des angelots, sont apparus. » Alors, les artistes, et notamment les peintres, ont notamment
visualiser ces vues du paradis, et notamment une des plus célèbres, c'est Jérôme Bosch, dans son polyptyque qui est visible à Venise, au Palais des Doges. Donc c'est un des panneaux qui s'appelle donc Vision de l'au-delà ou Vision de la montée vers l'Empyrée. Et donc là, on a ce fameux tunnel de lumière qui est bien décrit par les nombreux expérienceurs de NDE. L'autre, c'est... Voilà donc la gravure qui illustre la Divine Comédie de Dante. Et donc là en bas, vous avez Béatrice et Dante qui montent donc vers ce tunnel de lumière et vers l'Empyrée. L'autre tableau qui est souvent repris pour illustrer les NDE, c'est un tableau de William Turner qui s'appelle « Matin après le déluge », Moïse qui est là, écrivant donc la Genèse, et là c'est le serpent d'airain, donc cette lumière aveuglante qui est observée par ceux qui ont été victimes d'une NDE. Et enfin, une observation, enfin une illustration un peu moins connue, qui a été retrouvée également par Jean-Claude Othény, qui est une illustration qui est de... Le nom m'échappe maintenant, Salvador Dali, qui est, vous savez, quand il a vu la gare de Perpignan, a eu, comme il a dit, une extase cosmogonique. Et donc, vous voyez, donc elle est dans un musée de Cologne. Vous voyez parfaitement donc ce tunnel, et il arrive ici au niveau de l'au-delà. C'est la porte où le sujet arrive à l'au-delà. Alors, les médecins se sont intéressés à ce sujet, donc il y a quand même pas mal de publications scientifiques sur ce phénomène, mais relativement peu, parce qu'il y a toujours eu ce malentendu qui disait que finalement c'était des expériences de l'au-delà, et donc ça avait été repris par pas mal de partisans du para-scientifique. Alors il y a surtout cette publication qui est très connue, qui est citée tout le temps, qui a été faite dans le Lancet en 2001, où dans une étude prospective par un auteur Van Lommel à Rotterdam, qui a montré que en fait les survivants d'arrêt cardiaque intra- et extra-hospitaliers, il y avait à peu près entre 12 et 18% de sujets qui avaient présenté une NDE. Ce qui a un petit peu ensuite obscurci cette publication, c'est que Van Lommel est devenu un fervent partisan de la théorie de les NDE égale une preuve de l'existence d'une survie après la mort. Ensuite, une publication toute récente, dont on avait beaucoup annoncé la publication, et qui a été faite donc en 2014 dans une revue qui s'appelle Resuscitation, et la publication l'étude s'appelait Aware, qui a été faite, donc c'est une publication multicentrique, donc un peu les faiblesses de toutes ces études multicentriques. Analyse de 330 survivants d'un arrêt cardiaque. 101 ont été retenus dans l'analyse finale, et en fonction des résultats, vous avez 4 groupes. Et donc, en fait, vous voyez, il n'y a que 2 groupes où il y a eu véritablement des signes
qui se rapprochait des 15 édictés par, donc, en 1975 par Raymond Moody. Alors il y a eu différentes échelles, je n'ai pas le temps d'insister, qui permettaient d'analyser donc les expériences et de dire ça se rapprochait d'une NDE ou non. Donc vous voyez, il y a là 7 sujets, donc les données de la NDE, mais sans souvenir de la période de l'arrêt cardiaque. Et puis NDE et souvenir ou conscience des phénomènes auditifs ou visuels de la période de l'arrêt cardiaque, 2 sujets. Donc vous voyez, ça fait à peu près 9 sujets, donc on retombe à peu près toujours sur les mêmes pourcentages, finalement entre 8 et 12% des sujets victimes d'un arrêt cardiaque. Alors, c'est sûr, c'est que la difficulté de l'étude scientifique des mécanismes des NDE tient au fait que c'est une expérience subjective. Et c'est une expérience subjective où, effectivement, en fait, les marchands du temple se sont engouffrés et vous avez tous les ans des centaines de publications de sujets qui ont fait une expérience, une NDE, qui disent « Oui, moi j'ai vu ça, j'ai vu Dieu, donc je peux vous dire, Dieu existe, je le prouve. » Comme elle survient inopinément, on ne peut pas faire d'études scientifiques bien précises. Et en plus, elle n'est ni constante, ni reproductible. Alors, il y a quand même un élément intéressant, c'est que une des composantes importantes que beaucoup de sujets victimes de NDE rapportent, c'est donc l'out of body expérience ou l'expérience hors du corps. Ce que les parents scientifiques décrivent un peu sous le nom de voyage astral. Et les NDE font partie des otoscopies, qui est un phénomène hallucinatoire qui a été décrit dès la deuxième partie du XIXe siècle par les psychiatres, et notamment par beaucoup de psychiatres français. Donc on a de très très nombreuses publications sur ce phénomène. Alors, l'OBE est une otoscopie très particulière, puisqu'on a une centaine... Le sujet se sent conscient, donc ce n'est pas un rêve, il est conscient et il a le sentiment d'une séparation entre le corps et l'esprit. Et le corps dédoublé, ce qu'on appelle en anglais disembodiment ou désincarnation, le corps dédoublé flotte en l'air et voit le corps physique en dessous. Ce dernier étant immobile ou faisant exactement les gestes stéréotypés qu'il effectuait juste avant l'OBE. Alors, l'OBE dure de quelques secondes à quelques minutes, voire quelques heures. Donc voilà un petit peu le schéma. Alors, dans une pièce, notamment dans la pièce opératoire, car il y a des OBE qui ont été décrites par des sujets anesthésiés, donc le corps physique est là, mais en fait, lui, le sujet, il a l'impression de voler dans les airs et de voir, en fait, donc le corps physique en dessous. Alors, l'OBE est un phénomène intéressant, car c'est une expérience qui peut être reproduite chez certains sujets. Alors, il y a des sujets sensibles à l'OBE qui peuvent pratiquement déclencher sur commande une OBE. Ou il y a des épileptiques, notamment dans les épilepsies temporales, des gens qui ont des lésions particulières, notamment cérébrales. Il y a également, ça a été décrit chez des sujets schizophréniques. Donc, on a quand même un matériel d'étude très intéressant. Et il y a 2 laboratoires qui sont très en pointe dans l'étude de ce phénomène. Un laboratoire très ancien qui étudie le phénomène depuis à peu près une trentaine d'années maintenant, qui est à Lausanne,
à l'Institut Polytechnique de Lausanne, dont le directeur est Olaf Blanquet, et puis un laboratoire plus récent à Liège, qui est plus orienté vers les neurosciences, qui est un laboratoire certainement très connu par notre collègue, on lui demandera, belge, qui est l'ORES, donc qui a étudié notamment ces phénomènes. Et donc, vous voyez, il y a eu quand même une publication dans Nature par Olaf Blanquet de 2002, où il dit « La partie du cerveau qui peut induire une expérience hors du corps a été localisée. » Et donc, on a maintenant dans la littérature une petite centaine d'expériences de ce type qui utilisent les études de neurosciences. Bon, on est certainement encore au début de l'exploration, parce que notamment par la magnétographie, qui utilise les ondes magnétiques, ou qu'on peut stimuler ou réceptionner, mais ce qui est actuellement très utilisé, c'est l'IRM fonctionnel. Et vous avez là, donc 5 patients, et donc on voit toujours que en fait, c'est les zones associatives, ce que dans le temps on appelait le système temporolimbique, c'est un petit peu moins admis maintenant le système limbique, bien qu'il est encore utilisé par les scientifiques des neurosciences. Et vous voyez, vous avez toute une série de structures associatives qui sont des zones associatives sensorielles, auditives, visuelles, et notamment la partie du cortex occipital, parce qu'il y a des observations très intéressantes d'aveugles. Les aveugles peuvent faire une NDE. Donc c'est le blind sight, donc c'est la vision aveugle. Donc il y a des auteurs qui ont écrit des livres entiers sur les expériences de NDE chez les sujets aveugles. Alors, comment expliquer ces expériences très particulières? Alors, il y a deux grands camps qui actuellement sont irréconciliables. Donc, c'est d'une part la position scientifique, dite réductionniste, qui dit que la NDE est expliquée par un dysfonctionnement cérébral, en particulier du système temporolimbique, ou plus généralement des aires associatives. C'est notamment toujours la zone temporopariétale, et d'ailleurs, chez les droitiers, c'est la zone droite, qui, dans les IRM fonctionnels, est en cause. Et les NDE sont élaborés en temps différé par un cerveau encore fonctionnel. Et donc, dans un schéma fait par Jean-Claude Otteni, voilà un petit peu tel qu'il concevait le phénomène. Donc, en haut, les fonctions normales. Ensuite, un arrêt cardiaque ou une chute de grande hauteur ou un accident. Ce serait d'ailleurs intéressant d'interviewer les victimes des attentats du 11 novembre à Paris, savoir si certains d'entre eux qui ont survécu ont vécu une NDE. Ça mériterait une étude, par exemple, par les gens du SAMU. Et donc ici, une abolition irréversible des fonctions cérébrales. Donc la mort cérébrale irréversible. Et donc, la NDE peut survenir soit au début, donc c'est notamment dans tous les cas d'arrêt cardiaque transitoires qui ont duré que quelques minutes ou une dizaine de secondes, ou alors à la sortie du coma, donc au rétablissement des fonctions vitales, et c'est vraisemblablement tous les gens en réanimation ventilée sous sédation. Et il y en a un cas qui est célèbre, qu'on cite tout le temps, c'est Philippe Labro, qui, dans son roman qui s'appelle La Traversée,
décrit parfaitement bien son expérience de réanimation à l'hôpital Cochin, en réanimation à l'hôpital Cochin, donc son expérience de NDE en réanimation dans son roman. Et puis il y a la position parascientifique qui, pour ces personnes-là, les NDE sont une expérience extrasensorielle et qui sont élaborées en temps réel par une conscience extracérébrale. Donc, la conscience persisterait malgré la mort du corps organique dans une autre dimension, dans un monde invisible et immatériel. Donc, la NDE donnerait un vrai aperçu de l'au-delà. Et alors, il y a des centaines d'ouvrages consacrés à ce sujet, et ce qui donne un petit peu du grain à moudre à ces hypothèses, c'est qu'il y a des physiciens, des physiologistes et des médecins qui soutiennent donc ces hypothèses parascientifiques, et notamment à grand renfort notamment de physique quantique. Parce qu'avec la physique quantique, bien sûr, avec ce principe d'indétermination, où on ne sait pas, quand on localise une particule, on ne sait pas son énergie, quand on la localise, en fait, donc, quand on connaît son énergie, on ne sait pas où elle est, donc c'est un petit peu la parabole, pour certains qui la connaissent, du chat de Schrödinger, dont on ne sait pas s'il est mort ou il n'est pas mort. Et donc, ça a été soutenu par des physiciens comme Bohm, qui parle de conscience quantique, ou Dutheil à Toulouse, qui était un physicien qui est décédé maintenant, qui a notamment longuement publié sur cette conscience quantique. Donc, dans ce schéma qu'il en avait établi, alors là, la NDE, elle se situerait donc ici, donc élaborée au moment de l'abolition de la conscience, donc par une conscience qui ne serait plus partie intégrante du corps organique. Alors, il y a un de nos collègues à Toulouse qui est un grand défenseur, donc qui a publié maintenant plusieurs dizaines d'ouvrages, et vous voyez, un de ces deux derniers ouvrages, le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Alors, dès qu'il y a une émission à la télévision, il y en a eu de nombreuses, à la radio, il fait partie des intervenants. Donc, Jean-Jacques Charbonnier, et puis un neurochirurgien new-yorkais qui a arrêté maintenant la chirurgie et qui se fait, donc, il fait fonctionner les tiroirs-caisses en faisant des conférences payantes. Donc c'est le docteur Eben Alexander, avec la bénédiction de Raymond Moody. Donc vous voyez la preuve du paradis. Voyage d'un neurochirurgien dans l'au-delà, qui décrit sa NDE. Alors il y a des gens, notamment des médecins, qui ont notamment Wörle, qui est un chirurgien néerlandais, qui est un anesthésiste. Il y a un site internet d'ailleurs d'un anesthésiste qui s'appelle Wörle, très intéressant sur ce sujet. Enfin, quelques photos de notre collègue, donc Jean-Claude Othénie. Bien sûr, on a enlevé les pièces d'anatomie, là. Ça, on cachait les vitrines, et les candidats étaient donc ici. Et d'autant plus, certains d'entre vous ont entendu parler de l'Institut d'anatomie dans les informations il y a quelques mois à propos d'un ouvrage de Simès sur les médecins nazis. Donc, vous voyez, là, c'était après la fin, la discussion avec les membres du jury. Et puis là, devant donc l'Institut d'anatomie, donc il y a ici Jean-Claude Othénie, ici le secrétaire, John West,
et ici, John Zorap. Voilà, je vous remercie. Bon.